Madame, Monsieur, bonsoir. Une spéciale situation épidémiologique et industrie pharmaceutique dans l'émission de ce soir. Le médicament Molnupiravir, un traitement antiviral pris par voie orale développé par le laboratoire américain Merck, qui fait désormais partie du nouveau protocole thérapeutique de prise en charge de cas de Covid-19. Il serait disponible dans les hôpitaux et les cliniques marocains. Son acquisition aurait coûté 18 milliards de dirhams, soit 30 000 boîtes à raison de 600 dirhams à l'unité. Disposons-nous aujourd'hui d'un stock suffisant? Et de manière plus globale, le ministre de la Santé, de la Protection sociale et de la couverture sociale, Khalid Aït-Taleb, a rejeté mardi dernier les allégations véhiculées par certains professionnels du secteur pharmaceutique, notamment des pharmaciens, en ce qui concerne la rupture du stock national de médicaments contre notamment le rhume, mais aussi les médicaments qui font partie du protocole de traitement de la Covid-19, en particulier la chloroquine, le zinc et la vitamine C, sans parler de la vitamine D, le paracétamol, etc. Nous ferons le point donc en compagnie de Asdine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, mais aussi également membre du comité scientifique. Quid aussi du niveau d'activité de l'industrie pharmaceutique marocaine dans le contexte pandémique? Un expert des marchés pharmaceutiques, Abdelmajid Belaïch, y a consacré une analyse que nous discuterons avec lui ce soir. Donc bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Bonsoir Asdine Ibrahimi. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Avant de parler médicaments, peut-être un point sur la situation épidémiologique. Selon Khalid Aït-Taleb, eh bien le pic sera ou serait atteint cette semaine, dans 1-2 jours, notamment dans les villes de Rabat et Casa. Que signifie cela? Ouais, c'est très important en fin de compte. Je pense que ce qui est très intéressant avec la situation épidémiologique est de rappeler que toutes les prévisions qu'on avait dites en fin de compte se réalisent, malheureusement ou heureusement, mais en fin de compte, ce qu'on avait dit se réalise. Je pense qu'on est vraiment au pic, soit aujourd'hui. Je pense qu'on est déjà au pic, et donc surtout dans la région de Casablanca et de Rabat, pour une raison très simple, parce qu'il y a beaucoup de diagnostics et beaucoup de tests en fin de compte, et aussi le fait que Rabat et Casa étaient les deux premières régions qui ont été touchées par l'Omicron. Bien sûr, les gens, quand ils entendent le pic, ils pensent que c'est fini. Ce n'est pas vrai du tout en fin de compte. Il faut rappeler qu'avec le pic, après la descente est toujours associée à beaucoup d'hospitalisation et de pertes de vie humaine, parce que je rappelle qu'il y a un décalage entre les infections, 2 à 3 semaines pour voir les cas graves, et par la suite le nombre de décès va augmenter. C'est pour cela que je pense qu'il faut vraiment... Il a déjà augmenté le nombre de décès, il y a de plus en plus de décès ces derniers jours. Faut-il s'en inquiéter justement? Bien sûr, je pense que c'est très normal. En fin de compte, c'est très bizarre de le dire quand on parle de décès. Généralement, ce n'est pas normal. Mais du point de vue épidémiologique et ce qu'on a vu avec les autres vagues, c'est très clair. Ce qu'on est en train de regarder, c'est vraiment quelque chose de logique. Et on va voir des décès. On le voit déjà qu'il y a la courbe qui a augmenté de façon très importante. On est en train de tourner à peu près autour de 30 décès. Je pense que le chiffre va rester là-dessus et peut-être arriver à la quarantaine. Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre du plausible. Alors, avant de parler du protocole thérapeutique, donc encore une fois, je reviens à cette question de pic. Est-ce que si le pic est atteint, donc le comité scientifique, dont vous êtes membre, je le rappelle, pourrait peut-être revoir, n'est-ce pas, les restrictions? En fin de compte, je rappellerai, vous me donnez l'occasion en fin de compte de l'expliquer encore une fois. Je pense que le comité scientifique et technique ne décide pas pour les restrictions. En fin de compte, il y a des questions scientifiques qui sont posées, et en plus de ça, donc, le comité essaie de répondre à ces questions scientifiquement. Je rappelle par exemple, c'est de poser la question, plein de gens parlent de vraiment d'ouverture des frontières, mais la question ne se pose pas de telle manière. La question scientifique est tout simplement de dire si la venue de milliers de personnes vaccinées avec des tests négatifs en PCR pour la Covid impacterait la situation épidémiologique du Maroc. Et donc la réponse, ça se fait à cette question scientifique, et c'est après que... Mais est-ce que, justement, après que le pic soit atteint, eh bien, le nombre, normalement, la courbe, elle est descendante. Est-ce que si la courbe est descendante, eh bien, cela signifie que la situation épidémiologique permettrait, notamment, entre autres, parce que c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, que peut-être que les frontières vont rouvrir?
Ben, ma réponse, moi, personnelle, là, je donne une réponse personnelle qui n'a rien à voir avec le comité scientifique et que j'avais exprimé depuis quelques jours. C'est très clairement que je pense que la situation épidémiologique du Maroc permet en ce moment d'ouvrir les frontières, mais ça, c'est quelque chose qui n'engage que moi et mon avis personnel. C'est Quel très, est le très rôle, clair pour... justement, je vais revenir sur cette question. Ça vous concerne, ça concerne aussi le scientifique que vous êtes, professeur Ibrahimi. Mais quel est le rôle aujourd'hui du comité scientifique dans ce genre de décision, d'ouverture ou de fermeture? Il y a bien sûr un comité qui comprend d'autres départements, mais finalement, in fine, tout le monde attend le diagnostic de votre comité scientifique et technique. Ça me permet en fin de compte de parler en toute transparence comment fonctionne et en fin de compte la mission du comité scientifique et technique. Donc le comité scientifique et technique, c'est un comité qui est consultatif auprès du ministère de la Santé et présidé par le ministre de la Santé. Et donc qu'est-ce qu'elle fait cette commission? Elle répond tout simplement à des questions scientifiques qu'il donne des PV et ces PV sont transmis directement au ministre. Par la suite, c'est le ministre au sein du comité interministériel qui présente le point de vue ou les recommandations scientifiques et sanitaires. Et bien sûr, pour cette commission qui décide en fin de compte, c'est elle qui va prendre en considération ces recommandations scientifiques et sanitaires et aussi prendre en considération les recommandations, tout ce qui est sécuritaire, je dirais, économique, etc. Mais je rappelle encore une fois, parce qu'il y a plein de gens qui demandent au comité de donner des avis publics et aussi de faire publier ces rapports, mais la mission qui est vraiment décrite dans un décret du ministère le ministère de la Santé ne permet pas à cette commission de plus ou moins être publique et de donner ses avis publiquement. C'est pour cela quand on intervient... C'est ce qu'on reproche aussi à ce département. D'ailleurs, certaines voix s'élèvent pour dire on devrait avoir au Maroc une autorité de santé qui soit indépendante de la tutelle pour permettre justement à plus de, j'ai envie de dire, de transparence, que beaucoup aussi reprochent ce manque de transparence à la tutelle et de facto fasse que, cette indépendance, tout simplement. Ouais, vous n'allez pas prêcher ça à moi, en fin de compte. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'exemple de la HAS en France est un très bon exemple. C'est une entité, l'autorité de la santé française. C'est vraiment une autorité indépendante et donc qui est capable de faire sortir ses avis dans toute transparence et tout ça. Mais je rappelle, les gens font la comparaison, on n'est pas dans le même cas de figure parce que là, on est en train de parler d'un comité consultatif auprès du ministère de la Santé et la mission est très très claire, c'est-à-dire il est directement lié au ministère de la Santé. Alors, l'OMS, pour dernière question par rapport à la situation épidémiologique, après, bien sûr, je donnerai la parole à mon second invité, professeur Ibrahimi. Donc, selon l'OMS, l'Europe pourrait entrevoir la fin de la pandémie, notamment avec ce variant Omicron. On prévoit que 60% de la population européenne devrait ou a déjà contracté le variant. Est-ce qu'on peut superposer cette situation sur le cas du Maroc et peut-être avoir plus de visibilité de l'autre côté de la Méditerranée, parce que chez nous, on manque de visibilité clairement, que la fin de la pandémie pourrait se profiler vers mars? Moi, je suis très très clair dans ce sens. Je pense que la situation du Maroc est comparable. En plus de ça, la situation du Maroc avec la pyramide d'âge qui est très avantageuse. Je pense que le Maroc a vu un pourcentage d'infection avec l'Omicron qui est très très élevé. Et aussi le Maroc a un mur vaccinal qu'on ne veuille pas qui est très très important. Je pense que la politique de vivre avec le virus et que le virus va devenir endémique, c'est quelque chose d'envisageable. Je pense que l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence européenne des médicaments aussi sont très clairs dans ce sens. Ça veut dire qu'au moins pendant quelques mois en Europe, on aurait un repli et je pense la même chose au Maroc. C'est pour cela que je pense même au Maroc et je pense, j'oserais de le dire, peut-être qu'il faudra mener une réflexion plutôt que sur l'ouverture des frontières, mais plutôt sur une sortie de crise. Je pense qu'on a tellement vraiment donné de sacrifices qu'on a le droit en fin de compte d'être ambitieux et de dire voilà. D'autres pays on ne saute pas. Professeur Ibrahimi, je pense et je parle ici de nos voisins ibériques qui
considère aujourd'hui la Covid-19, le Covid-19 comme une grippe saisonnière, notamment avec le variant Omicron, donc endémique. Pareil, levée de restrictions totales au Royaume-Uni. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer, Israël pareil, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ces pays pour détendre un peu aussi ce monde socio-économique qui est littéralement mourant? Donc vous êtes en train de dire en fin de compte de faire du lobbyisme pour Non, l'ouverture des frontières pas aussi. Donc du là, tout, aucunement, aucunement. Je parle juste mais de certains pays qui ont choisi justement de considérer, ou de considérer cette option d'endémie à la place de pandémie. je pense pour moi, c'est très très clair, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est de dire pour le moment avec l'Omicron, on peut envisager que vraiment c'est une situation qui nous permet de dire qu'on peut vivre avec le rhume, qu'on peut vivre avec l'Omicron pour le moment et avec le variant Omicron bien sûr. Au cas où il y aurait un autre variant, on pourrait avoir une autre discussion. Une autre Mais histoire, pour oui. le moment, je pense que comme le dit, comme on le regarde et comme vous avez très très bien fait le benchmarking avec les pays qui sont autour, je pense qu'il n'y a aucune raison au Maroc de le faire aussi. Je pense qu'il faut oser, oser. Pourvu Voilà, que c'est les le terme. autorités publiques Oser vous le faire. entendent, professeur Ibrahimi, entendent les appels de détresse de plusieurs opérateurs économiques. Bon, passons au protocole thérapeutique. Alors, une question me taraude, parce que je vois autour de moi beaucoup de personnes. Il y a l'automédication et il y a aussi le fait de prendre le même protocole pour toute infection avérée. Que faut-il faire? Quel est le nouveau? Est-ce qu'il faut considérer un nouveau protocole avant de parler du molnupiravir, mais en tout cas par rapport au protocole thérapeutique anti-Covid qui a été mis à jour et comment il est administré surtout? Voilà, donc là, juste pour dire qu'en fin de compte, que le comité scientifique a regardé ce qu'il y a de nouveau et en fin de compte, il y a eu un ajustement du protocole national. Je pense que le protocole est très adapté vis-à-vis d'Omicron et aussi vis-à-vis des autres maladies parce qu'il y a d'autres recommandations pour les autres pathologies. Je pense que ce qui est arrivé en ce moment, c'est en fin de compte, la plupart des Marocains voient que c'est des infections bénignes et c'est pour cela ils ne se ruent pas plus ou moins à faire le testing et de l'autre côté, ils vont vers l'automédication. Je rappelle chaque fois, c'est très très important de le rappeler que l'automédication, il y a un risque parce que vous n'êtes pas sûr de faire le bon diagnostic, vous n'êtes pas sûr de prendre le bon médicament. C'est pour cela, consulter un personnel de la santé est très très important de le faire et surtout un médecin qui pourrait vous recommander le bon médicament. Mais pour le protocole marocain qui vient d'être ajusté, je pense qu'il est très très bon. Il a montré son efficacité vis-à-vis du Delta qui était plus grave et vis-à-vis de l'Omicron, je pense que ça se passe très très bien. Il y a le problème d'automédication, mais ça je dirais tout simplement parce que les gens ont l'habitude de voir le virus maintenant, ils se sentent vraiment à l'aise de se faire de l'automédication et je rappelle que ce n'est pas toujours la bonne solution. Très bien. Abdelmejid Belaiche, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Donc nous sommes en train de parler bien sûr de ce protocole thérapeutique qui a été mis à jour, protocole thérapeutique anti-Covid bien naturellement. Que sait-on du molnupiravir? Vous en pensez quoi? Eh bien, c'est une bonne chose. C'est bien d'enrichir l'arsenal thérapeutique, surtout anti-Covid. En ce moment, on a besoin de ce médicament, comme on a besoin d'autres médicaments, l'ivermectine, etc. Tout ce qui peut servir pour combattre le Covid est le bienvenu. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il a été proposé à un prix très bas, aux alentours de 700 dirhams la boîte, alors qu'à l'étranger, il est commercialisé à 600 € le comprimé, soit un coût de traitement pratiquement de 6 000 €, pratiquement 60 000 dirhams pour chaque patient. Et la France n'a acquis que pour à peu près 6 000 patients. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que pouvoir disposer de ce médicament et à ce prix-là, on ne peut que applaudir, tout en espérant que d'autres médicaments soient mis aussi sur le marché. Alors, ce qu'il faut dire sur ce médicament, c'est qu'il n'est pas destiné à tous les patients. Il doit être donné en début de traitement pour certains patients à risque, vu que même s'il ne coûte que 700 dirhams pour le patient, il a coûté beaucoup plus cher, je suppose, pour l'État,
je suppose que 700 dirhams, ce n'est pas le prix d'achat. 600, on parle de 600 dirhams comme prix de vente. Asdine Ibrahimi, vous confirmez qu'il aurait coûté plus cher à l'État que les 600 dirhams de son prix de vente public? Mais je dirais, je pense que ce qu'a dit, c'est le riche est très très important. Je pense enrichir et l'avoir à un prix qui est à disposition de tout le monde est quelque chose de plus important. Le prix, ça n'a jamais été un problème vis-à-vis du Covid, et je le rappelle souvent. Très bien. Je vous laisse finir peut-être, professeur Blaich, par rapport à peut-être parler aussi de cette question de prix et à combien nous revient le traitement Covid, mais aussi les vaccins et comment ils pèsent sur la balance commerciale pharmaceutique. Mais avant, justement, je vous laisse finir peut-être par rapport à ce nouveau traitement anti-Covid. Oui. Alors, ça veut dire que ce traitement ne doit pas être utilisé à tort et à travers, mais avec parcimonie, et pour éviter justement ce gaspillage pour l'État et que d'autres malades qui en auront besoin ne le trouvent pas. Mais il faut rappeler que en général, ce médicament revient quand même beaucoup plus cher que les vaccins qui, eux, coûtent aux alentours de 20 € la dose. Et heureusement, et nous allons voir que malheureusement, la facture des vaccins était très lourde sur le Maroc et elle a explosé la balance commerciale, le déficit de la balance commerciale pharmaceutique, puisque nous avons pratiquement près de 6 milliards de dirhams qui a été dépensé en vaccins humains principalement, c'est surtout le vaccin du Covid, ce qui fait que la balance commerciale dont le déficit a doublé en 10 ans, entre 2010 et en 2020, eh bien, elle a doublé en une année entre 2020 et 2021, passant de moins 6 milliards de dirhams à moins 12 milliards de dirhams. Et ceci, c'est en rapport avec les importations qui, elles, sont passées de 7 milliards 150 millions à 13 milliards 165 millions. C'est vous dire que, pour une fois, il y a un problème de balance commerciale, mais il est largement justifié par le fait que nous avons réussi l'une des meilleures campagnes de vaccination dans le monde, dont on peut être fier. Et pour une fois, même si le prix à payer est très lourd, on peut dire bravo. Mais ceci nous amène à dire que la santé des Marocains, s'il n'a pas de prix, elle a un coût. Et le coût, comme vous voyez, il peut être énorme. Mais ceci nous amène à un point très important. C'est la souveraineté sanitaire de notre pays, c'est la sécurisation de l'approvisionnement de notre pays. Et pour protéger les Marocains, ça veut dire qu'on doit être en mesure de fabriquer tous les produits de santé ou le maximum de produits de santé. Et les vaccins ne font pas exception. Et c'est pour ça que ce projet royal qui est mis en place pour la fabrication des vaccins est un projet qui est vital pour les Marocains. Très bien. Alors, professeur Ibrahimi, justement, en parlant de vaccins, nous allons revenir bien sûr à la production de médicaments, mais par rapport à ce projet de fabrication de vaccins au Maroc, on en est où? Bien sûr, je veux juste rappeler cette déclaration du ministre Khalid Aït Taleb. Je le cite, la mise en œuvre de ce projet est pour bientôt. C'est quand bientôt? Je pense qu'on n'est pas très très loin. En fin de compte, je pense qu'il y avait des commissions qui ont visité les lieux de la production. Je pense qu'on est tout près de cette production des premiers lots de vaccins de Sinopharm. Mais je rappelle, c'est très très important que l'objectif de l'initiative royale, c'est pas tout simplement de produire des vaccins Sinopharm. En fin de compte, il y a 3 étapes, je dirais. Du court terme, c'est du Sinopharm, le vaccin de Sinopharm. À moyen terme, c'est être du semi-fini. Je pense que c'est pour cela qu'il y avait un investissement très lourd pour amener plusieurs plateformes au Maroc et pour pouvoir faire du semi-fini, en espérant à la fin faire du marocain à 100%, c'est-à-dire du développement de vaccins à 100%. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, acquérir ces plateformes permettrait au Maroc de passer à tout ce qu'on appelle la production et développement de médicaments biotech, parce que c'est ça l'avenir et c'est ça qui va coûter très très cher pour la plupart des pays. Donc, qu'est-ce que vous appelez médicaments biotech, juste pour nos téléspectateurs, pour qu'ils y comprennent un peu plus?
Voilà, pour rappeler pour les médicaments biotech, c'est en fin de compte la plupart des médicaments qu'on achète, c'est des médicaments chimiques, mais là de plus en plus, il y a des médicaments qui sont à base protéique, c'est des protéines qu'on est en train d'utiliser. Je donne l'exemple le plus simple, l'insuline, c'est pas un médicament chimique, mais c'est un médicament biotech parce que vous êtes en train d'utiliser une protéine. Et donc quand vous faites une copie de ce médicament biotech, c'est ce qu'on appelle les biosimilaires. Donc le générique, c'est pour le principe chimique et pour le principe biotech, c'est ce qu'on appelle le biosimilaire. Et donc les biosimilaires, ça réduit le prix énormément de ces médicaments. Je rappelle que pour les anticancéreux, c'est très très cher. Il y a des thérapies à 50 000, 100 000 dirhams. Mais là, quand vous achetez et vous pouvez développer, produire vos biosimilaires, vous allez réduire ce prix à 7 000 dirhams, par exemple. Et c'est quelque chose d'essentiel de se positionner là-dessus. C'est pour cela, quand je regarde vraiment ce projet, cette initiative royale, je le vois vraiment à moyen et à long terme. C'est vraiment un positionnement très, très important. Je ne le vois pas tout simplement au niveau continental, mais au niveau vraiment mondial. Et quand vous dites niveau mondial, parce que pour certains, ou en tout cas certains industriels pharmaceutiques marocains, pour ne pas citer de nom, clament que nous pouvons être désormais se positionner comme l'Inde de l'Europe, en sachant bien sûr que l'Inde est un des premiers, si ce n'est le premier producteur mondial de produits pharmaceutiques et médicamenteux. Ça ne fait pas de mal d'être ambitieux. Moi, j'aimerais bien qu'on se positionne. Mais justement, c'est bien d'être ambitieux, mais avons-nous, tout simplement, les ingrédients de ces ambitions? Moi, je ferai le benchmarking avec Cuba. Voilà. Cuba, je pense qu'il y avait une volonté politique très claire, comme on l'a vu au Maroc, et qui a permis de développer une industrie biotech. Et je pense que c'est super de voir que Cuba, par exemple, produit des anticancéreux, a produit son vaccin. Et je pense que c'est un exemple qu'on pourrait prendre. L'Inde, le problème, c'est vraiment, ils sont très avancés. L'Inde et la Chine, c'est très, très avancé au niveau de la production de ces génériques et des biosimilaires. Mais je pense l'investissement, si on avait à faire la comparaison avec l'Inde, c'est vraiment l'investissement dans les capacités humaines et ils l'ont fait très très bien. Et je pense au Maroc, si on arrive à le faire, on pourrait se positionner au moins au niveau régional, on pourrait le faire facilement, aussi au niveau continental de l'Afrique et aussi si on arrive à avoir les bons standards parce que c'est ça le plus important, on pourrait exporter facilement vers les pays européens et américains. Justement, alors, avant de parler avenir, et bien sûr, Abdelmejid Blaïch, on vous connaît, vous avez prêché cette parole bien avant la pandémie, je me souviens sur ce même plateau de Média TV. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Mais avant, justement, par rapport aux exportations marocaines de produits made in Maroc, pendant la pandémie, la courbe, elle n'est pas réellement orientée à la hausse. Non, il y a une stagnation parce qu'il y a malheureusement des mesures malheureuses qui ont été prises et qui ont bloqué les exportations marocaines. Et on ne comprend pas pourquoi ça ne peut pas se justifier, surtout que les produits qui ont été bloqués ne sont pas forcément des produits anti-Covid et des produits qui ont toujours un caractère stratégique. Et ça, malheureusement, ça fait une perte de l'ordre de 250 millions de dirhams qui est perdue non seulement pour les opérateurs, mais aussi pour l'État marocain en termes de devises, etc. Et en plus, on perd notre crédibilité vis-à-vis de nos clients africains. Ça, c'est des choses à ne pas faire. Mais pour revenir à ce problème d'export, il faut dire que par un passé récent, le ministère de l'Industrie a tout fait pour booster. Pour substituer les importations par une fabrication locale. Il y avait le plan d'accélération industrielle qui a été mis en place. Malheureusement, tout ça, ça a été torpillé par un certain nombre de mesures qui ont fait qu'on donnait des AMM à l'importation pour des médicaments totalement fabricables au Maroc. Ça, c'est des choses qu'il faut arrêter. Le médicament marocain est reconnu au niveau international par sa qualité. Alors je ne vois pas pourquoi on va continuer d'importer des choses avec toutes les conséquences en termes de perte d'emploi, de perte de valeur ajoutée, de perte au niveau de la balance commerciale. Oui, la responsabilité, ça, il faut le faire. Donc il y a qui est responsable de cela? Il y a l'ambition chez les opérateurs, mais au niveau de l'État,
nous avons deux politiques qui ne vont pas dans le même sens, celle du ministère de la Santé et celle du ministère de l'Industrie. Et aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une politique transverse qui concernerait aussi bien le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie, qui continue, je le rappelle, à travers l'AMDI, donc l'Agence de développement des exportations, à accompagner les opérateurs industriels. Et même si malheureusement en période de Covid, il n'y a plus les déplacements, les caravanes dans d'autres pays, tout le monde est passé au digital. C'est ce qui se fait actuellement, mais il faut encore aller plus loin. Je dis ministère de l'Industrie, ministère de la Santé et ministère bien sûr des Finances pour tout ce qui est le volet fiscal, pour encourager les opérateurs marocains à exporter. Donc, mais pour la fabrication des matières premières, c'est une étape effectivement auquel le Maroc peut aspirer à condition d'avoir en face un marché, au moins un marché continental. Parce que pour les matières premières, vous savez, il y a l'expérience algérienne qui, vers la fin des années 80, l'État algérien avait fait une usine pour fabriquer les matières premières des antibiotiques. Et cette usine, il est tombée en ruine. Parce que, qu'est-ce qu'il y a en face? Les besoins du Maroc en matières premières ne peuvent pas justifier ce type d'investissement qui est très lourd. Mais si nous avons un marché, au moins un marché africain, ça peut se marcher. Est-ce qu'on a des big players, justement? Est-ce qu'on a des big players qui peuvent aspirer à être une certaine locomotive par rapport au reste du secteur de production de médicaments au Maroc? Oui, nous avons sans citer de nom. Sans citer de nom, on en a combien? Absolument. Au moins, nous avons 5 laboratoires qui peuvent être en première ligne pour chacun dans sa spécialité aller vers des projets aussi importants et des projets à forte valeur ajoutée et des projets pour faire du Maroc un leader africain en matière pharmaceutique. Très bien. Et par rapport justement à ces players, je m'adresse à professeur Ibrahimi, une autre question qui soulève d'autres sous-questions. Il s'agit là de la gestion de la demande interne. Donc il y a eu cafouillage. La Fédération des pharmaciens a clamé qu'il n'y avait pas assez de médicaments, notamment pour le traitement Covid, disponibles sur le marché. Le ministre s'en est offusqué, j'ai envie de dire, et a déclaré qu'il n'y avait aucun problème de production et que les fournisseurs se plaignent uniquement d'une pression sur les stocks. Quelle est la situation exactement aujourd'hui en ce qui concerne le médicament, les stocks de médicaments au Maroc? Je pense, si je me permets, je pense que la direction du médicament de pharmacie a toujours rappelé qu'il y a assez de stocks de médicaments de partout et surtout pour les médicaments Covid. Je pense qu'il y avait un certain moment et avec une rupture et je pense que c'était des cas très particuliers par là, par-ci. Je pense qu'une communication est très, très importante, très claire et ça permet en fin de compte de sortir de ce genre de cacophonie. Et je pense que ce qui a été réalisé par la suite est très clair que maintenant, je pense au niveau des pharmacies, il y a tous les médicaments qui sont nécessaires. À rappeler aussi, il y a aussi une culture qu'on a eue, par exemple, il y avait le patient marocain ne comprend pas le générique et le principe. Par exemple, il y a des gens qui partent chercher le même médicament avec le même nom, et ce qui fait une pression incroyable et vraiment il y a une éducation à faire du patient marocain pour lui dire qu'un générique est tout à fait peut remplacer sans problème un principe et c'est quelque chose d'essentiel. Pour tout ce qui est la relation en fin de compte le ministère avec tous les pharmaciens et tout ça, je pense qu'une discussion très calme permettrait facilement de résoudre ce genre de problèmes qui à mon avis n'ont pas droit d'être. Et aussi, ce qui est très important, je reviens à ce qu'a dit mon ami, c'est en fin de compte, ce qui a été démontré à travers la crise, c'est aussi, à côté des opportunités qu'il y a des limites
à ce qu'on fait, des limites à ce qu'on a réalisé jusqu'à présent. Et peut-être avec le post-Covid, il faudra revenir et être très sévère avec nous-mêmes et dire comment on a réussi des choses, mais comment peut-être on a raté des choses durant la pandémie. La gestion des stocks des médicaments pourrait être quelque chose à discuter dans ce sens. Mais la gestion des stocks des médicaments a toujours été problématique, professeur Ibrahimi, ce n'est pas propre à la pandémie. Ah oui, mais ça, je pense qu'il y a tous les problèmes qui sont sous-jacents, mais qui sont plus ou moins multipliés plusieurs fois quand il y a la pandémie. Et donc, c'est une occasion d'assainir toute cette situation pour présenter des solutions très, très claires. Par exemple, là, ce qu'il faudra vraiment avoir, c'est des plans pour la gestion des jours normaux, je dirais, et la gestion des plans pour la gestion de crise. C'est quelque chose d'essentiel pour le post-Covid, parce que je rappelle que cette crise, même si la Covid va disparaître, le 21e siècle sera vraiment semé de crises sanitaires. C'est pour cela qu'il faut avoir très très clair les plans qui sont là pour résoudre les problèmes des crises et résoudre les problèmes aussi de la vie courante et normale qui deviennent multipliés plusieurs fois quand il y a la crise. Problématique structurelle, Abdelmajid Belaiche, problématique structurelle, plan structurel, mais encore par rapport à cette politique du médicament pour revenir aux pénuries, excusez-moi, il n'y a pas de pénurie. Le pénurie, c'est un mot c'est un gros mot qui correspond à une indisponibilité temporaire d'un médicament qui résulte d'une rupture en amont, donc tout ce qui est en stock en amont, et sur une durée de au moins 52 jours. On n'a pas ça. Nous avons des petites perturbations et des tensions, notamment sur des médicaments qui voient leur demande exploser en période de Covid, mais aussi n'oubliez pas que c'est la saison des grippes aussi, et sur certains produits tels que la vitamine C, le paracétamol, l'azithromycine, etc. Donc des tensions, surtout que certains patients cherchent, au lieu d'acheter une boîte, en acheter plusieurs, c'est normal, c'est un petit peu... Et quand on parle de pénurie, on fait un petit peu peur et on risque d'aggraver la situation qu'il y a, qui est des perturbations passagères, donc ça n'a rien à voir. Mais ceci étant dit, je vais revenir sur un autre point. On parle de l'observatoire pour le suivi de tout ce qui est rupture et tout ça. Malheureusement, on aurait aimé que cet observatoire ait un site web qui peut être consulté par l'ensemble des Marocains pour plus de transparence et pour éviter que d'éventuelles rumeurs se répandent. Là, on aura des réponses justes. Aujourd'hui, nous avons des points de vue différents. Pas par le citoyen, déjà par les distributeurs, par les pharmaciens. Oui, bien sûr. Parce que tout à l'heure, professeur Ibrahimi a évoqué ce terme de communication, d'abord, très important, notamment en période de crise sanitaire, mais aussi tout simplement le dialogue. Est-ce qu'il y a un réel dialogue entre la tutelle et toutes les composantes liées aux médicaments? Malheureusement, non. Malheureusement, non, et c'est le grand problème. Il y a toujours ce problème de l'absence de communication. Et bien sûr, après, dans la presse, on retrouve parfois du n'importe quoi. Et c'est malheureux. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois sur des chaînes françaises les ministres venir sur les plateaux de télévision à 7 h du matin pour s'exprimer, pour exposer leur point de vue. Moi, j'aimerais bien voir les ministres marocains aller sur les plateaux de radio et télévision à 7 h du matin et expliquer aux Marocains qu'est-ce qui se passe, le pourquoi et le comment des choses pour éviter que les fake news se répandent et que les réseaux sociaux prennent le relais des officiels. Oui, bon, c'est pas que nous ne recevons pas de ministres et autres responsables sur les plateaux télé. Et après, effectivement, leur présence sur les médias reste très sporadique. D'ailleurs, il y a eu la sortie du ministre, pas plus tard qu'il y a 2 jours, pour justement éclaircir cette situation sur les stocks, mais pas que, par rapport au pic et toutes les... D'ailleurs, j'ai repris beaucoup de ces déclarations dans cette émission. Revenons
par rapport à l'amélioration, n'est-ce pas, de cette politique du médicament, mais pas que, par rapport à cette politique de la santé. Professeur Ibrahimi, vous, en tant que directeur, je rappelle, du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, vous avez évoqué un point très important tout à l'heure, la formation. Est-ce qu'on ressent aujourd'hui une réelle, parce qu'on parle d'industrie, donc il faut qu'il y ait des plans transversaux entre le département de l'industrie et celui de la santé. Bien sûr, on ne devrait même pas évoquer cela tellement c'est évident. Qu'en est-il de ce volet formation et de cette transversalité entre le département de la santé et celui de l'enseignement supérieur? Ben là, vous avez touché un problème qui est très, très important. Je pense que sans vraiment l'investissement total dans les ressources humaines et la formation des ressources humaines, on aura plein de problèmes. Les chiffres du ministre étaient là. Il avait dit clairement qu'on avait besoin de 25 000 médecins, et ça, c'est très, très clair. Mais aussi, ces technologies de pointe nécessitent de l'expertise et nécessitent des personnels qui est vraiment très qualifié. Et je pense là aussi, il y a un problème. Je pense que on peut être ambitieux, on peut essayer de trouver de l'argent, on trouvera de l'argent, on trouvera beaucoup de choses, mais vraiment de l'humain, sans ça, on ne pourra pas le faire. Il y a plein de pays qui s'en sortent tout simplement parce qu'ils ont investi dans les ressources humaines. Quand je parle de ressources humaines, je parle de médecins, pharmaciens spécialisés, je parle aussi d'ingénieurs en biotechnologie, je parle aussi de techniciens de pointe, parce que je dirais pour les gens qui parlent de la biotechnologie au Maroc, vraiment avoir un technicien en bioréacteur qui permettra la production, c'est pas trouvé dans n'importe quelle ville du Maroc. C'est quelque chose qui va demander beaucoup d'investissement. Je pense que là, clairement, le ministère de l'Enseignement supérieur doit s'impliquer. Je pense qu'il ne faut pas être timide, et je dirais le terme timide, pour dire voilà, la vision est de développer une technologie de pointe au Maroc, de répondre à un besoin en personnel du Maroc, et vraiment dire comment on va le faire, et pas vraiment rester sur des assises où on va discuter des choses. Là, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à dire et à insister dessus. C'est vraiment, il faut un plan d'action. On en a assez de parler de stratégie. Maintenant, vraiment, on est ambitieux. Je pense que la crise a démontré qu'on a des limites, mais aussi qu'il y a une vraie opportunité pour le Maroc. Sans des ressources humaines qualifiées, on ne pourra pas le faire. Mais bon, alors pour vous parler de ressources humaines qualifiées, on voit souvent que pour suivre des études de pharmacie, beaucoup d'étudiants choisissent d'autres cieux que le Maroc. Pourquoi cela? Est-ce que nous n'avons pas un programme pour les professionnels d'officine chez nous? Non, au Maroc, je pense que au lieu qu'ils s'exportent ailleurs pour poursuivre leur cursus. Voilà, donc je pense qu'en fin de compte, ce qui a été réalisé au niveau du ministère de la Santé, c'est en fin de compte de voir le pourcentage de recouvrement de tout ce qui est pharmacien au niveau national, et plus ou moins, ça a été décrit qu'il y avait assez de pharmaciens. C'est pour cela que la formation au Maroc elle est très réduite, en fin de compte, pour les pharmaciens. On a à peu près une formation sur Casa, Rabat, Fès, et bientôt, je pense, avec des facultés de pharmacie, je dirais privées ou semi-privées, ou partenaires qui sont à l'UR, qui sont par exemple 3 ou 4. Et donc tout ça nous donne à peu près 400, je pense à 500 pharmaciens qui sont en cours de formation. Le ministère a décidé en fin de compte que c'était assez pour le pays, et donc la plupart des autres personnes intéressées par la pharmacie partent ailleurs pour revenir avec leur diplôme. Donc là, c'est une décision qui a été basée sur les chiffres de la présence de pharmaciens sur le territoire marocain. Mais par contre, ce qu'on va faire avec les pharmaciens, c'est en fin de compte, les spécialités de pointe doivent être là parce qu'il y a une vraie opportunité. Si on prend des pharmaciens, les former dans ces technologies nouvelles, je pense qu'il y a une opportunité pour eux et aussi une opportunité pour le pays à travers cette formation. Le médecin, je ne reviens pas, le manque il est là déjà décrit, mais je pense que de plus en plus on parle de biotechnologie. Je pense qu'il n'y a pas assez de pharmaciens au Maroc. Je pense qu'on est l'un des rares laboratoires où on a une formation qui dure pendant une dizaine d'années de biotechnologie médicale. Mais si demain on aurait besoin de vraiment avoir cette technologie au Maroc et de l'implémenter, ça ne sert à rien de ramener des plateformes et de ramener du personnel de l'étranger pour les faire tourner. Peut-être l'investissement local, et il est temps de le faire parce qu'à moyen terme, on pourra avoir ces gens-là pour la phase 2 de l'opération biotech au Maroc.
Et pour atteindre cette fameuse souveraineté sanitaire, je rappelle, a été soulevée dans le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et sanitaire, bien sûr, alimentaire, énergétique. Donc, par rapport à cette souveraineté sanitaire, Abdelmjid Belaiche, c'est un objectif que vous pensez pourrait être atteint, bien sûr, avec tous les éléments, tous les moyens dont nous disposons et qui nous manquent encore. Vous pensez que c'est un objectif qui soit atteignable dans le court, moyen terme? En fait, ça dépend des segments sur lesquels auxquels on pense. Pour ce qui est des médicaments classiques, si vous voulez, de la pharmacie chimique, oui, il est possible d'atteindre rapidement l'objectif. Pour la biotechnologie, c'est en train de démarrer et pour reprendre les propos de professeur Brahimi, il y a un problème qui s'appelle nous aurons besoin de personnel qualifié et formé en biotechnologie qui, je le rappelle, est une culture totalement différente de celle de la pharmacie chimique. Donc il faut former un personnel différent, qualifié, mais différemment de ceux qu'on a l'habitude de rencontrer dans le secteur pharma. Pour les dispositifs médicaux, autres, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a énormément de références. Ça va des tubules, des seringues jusqu'aux scanners, etc. Il y a énormément de références. On peut envisager de fabriquer certaines catégories de dispositifs médicaux, mais pas tous les dispositifs médicaux. Mais déjà, si on travaille sur le consommable, dispositifs médicaux consommables, et sur les médicaments et les produits de biotechnologie, eh bien, on aura fait beaucoup de choses, mais je le rappelle, dans la période de Covid où les pays qui ont délocalisé leur industrie vers l'Asie l'ont regretté amèrement parce qu'ils étaient incapables de trouver, de satisfaire leurs besoins. Nous, quand même, il y avait une relative résilience. Nous avons pu satisfaire l'essentiel des besoins. Ça, c'est important. Oui, plus à court terme, Abdelmjid Belaiche, par rapport à la balance commerciale pharmaceutique et l'analyse que vous avez vous-même menée, est-ce qu'elle pourrait être allégée sur le court terme cette fois? Et comment? Rien qu'avec la fabrication des vaccins, il est possible de réduire de moitié cette moitié qui est là du déficit qu'on a en une année. Rien que ça, les 6 milliards de dirhams, déjà, ça peut être réglé rapidement si on se met à fabriquer les vaccins. Mais il faut travailler aussi sur les autres catégories, notamment la catégorie 3 et 4. Vous savez, le chapitre des produits pharmaceutiques, il est classé 30 dans les coûts douaniers et lui-même, il est divisé en 6 parties. La première partie correspond à des extraits d'organes et des hormones. La deuxième, c'est à des extraits de sang, mais il y a aussi les vaccins, les sérums, etc. La troisième, c'est les médicaments qui sont importés en semi-fini, c'est-à-dire en vrac avant d'être mis en paquet. Et la quatrième, c'est les médicaments à l'état fini. La cinquième et la sixième, c'est tout ce qui est fil de suture, tout ce qui est pansement, etc. Et donc, si on arrive à régler le problème au niveau de ce chapitre 3 et 4 qui concerne les médicaments importés à l'état fini ou à l'état semi-fini, eh bien, on pourra gagner au moins la moitié du reste de la balance commerciale et on pourra gagner aussi, à côté des 6 milliards, 3 autres milliards, soit 9 milliards de dirhams de gagner sur la balance commerciale. Et en même temps, on va créer de ce fait de la valeur ajoutée nationale, on va créer de l'emploi, il va y avoir bien sûr à travers la fiscalité un gain pour l'État et sans compter qu'on pourra
améliorer nos exportations qui malheureusement sont en train de végéter en ce moment. Oui, sur certains secteurs, en effet. Un dernier mot là-dessus, Azdine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, également membre de ce comité scientifique et technique. Ben, moi, je dirais positionnement. Je pense que la crise a montré que les gens qui étaient bien positionnés, en fin de compte, ont profité de la situation même et ils ont plus ou moins s'en sorti rapidement. Je pense ne pas être timide, oser et se positionner et tout ira très très bien, Inch'Allah. De l'audace alors et du Voilà. positionnement. Merci beaucoup Azdine Ibrahimi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Également, un dernier mot pour mon autre invité, c'est Abdelmejid Belaiche. Peut-être un dernier mot pour conclure et surtout par rapport au next step. Par rapport à la prochaine étape. À la prochaine étape. Moi, je pense que la pandémie Covid était une très belle leçon pour l'humanité, pour revoir un certain nombre de choses en termes d'indépendance sanitaire, en termes de digitalisation. C'est toute l'approche, en fait, qui doit être revue. Pour la première fois, la santé est passée au premier plan. Elle était toujours reléguée. Vraiment, quand on voit même les budgets qui étaient consacrés à la santé au cours des dernières années, c'était traité en quantité négligeable. Et là, on comprend que la santé, avec son impact sur l'économie, sur la vie de tous les jours des gens, est devenue un fondamental. Eh bien, il faut tout faire pour satisfaire les besoins pour ce fondamental. Très bien, et je pense que la généralisation de la protection sociale fera en sorte, et aussi que l'accès à cette économie de la santé soit beaucoup plus facile pour le citoyen et citoyenne marocain. Merci beaucoup, Abdelmejid Belaiche. Je rappelle que vous êtes expert au marché pharmaceutique. Merci. Merci. Et merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée.